Le porte-document me glisse des doigts, heurtant le parquet avec un bruit sourd qui résonne dans la cuisine de Sophie. Le temps se fige alors que les yeux de mon beau-frère, Thomas, se tournent brusquement vers les miens, s'écarquillant d'une culpabilité évidente. Il faut qu'on commence à prévoir de la faire partir maintenant que l'affaire est en train de se conclure, venait de dire Sophie, sa voix portant clairement depuis le coin du mur. 5 mois. C'est le temps que j'ai vécu sous leur toit, en payant un loyer à peine inférieur au prix du marché dans cette banlieue hors de prix de Lyon. Aujourd'hui aurait dû marquer mon anniversaire officieux dans leur maison. Au lieu de cela, il marque le moment où je découvre la vérité. Amélie ? Sophie se retourne brusquement, la main à la gorge. Amélie ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Je devrais dire quelque chose, mais la trahison se loge dans ma gorge comme une pierre. Mon corps tout entier semble vide, comme si quelqu'un avait tout retiré de moi et n'avait laissé qu'une fine coquille debout dans leur cuisine immaculée, avec ses comptoirs en marbre étincelant et sa corbeille de fruits soigneusement arrangée. L'arrangement n'a jamais eu pour but d'aider la famille. C'était une solution financière temporaire qu'ils sont impatients de terminer. Tu es rentré tôt, dit Thomas, faisant un petit pas en arrière, s'éloignant physiquement de toute confrontation qui pourrait suivre. Je me souviens de ce dîner en mars, celui où ils avaient présenté cet arrangement de vie comme « la famille qui est de la famille ». Sophie avait tendu la main par-dessus la table pour serrer la mienne, en disant « Quelle sorte de sœur serais-je si je ne t'aidais pas à te remettre sur pied après tes études supérieures ?» Quelle sorte, en effet ? J'avais été si reconnaissante, non seulement pour la chambre, mais pour ce que je pensais être un soutien sincère. J'avais payé mon loyer substantiel à temps chaque mois. J'avais préparé le dîner 3 soirs par semaine. J'étais resté tard avec leur fils, Léo, lorsque leur babysitter avait annulé. J'avais nettoyé les salles de bain, passé l'aspirateur dans les escaliers et écouté Sophie se plaindre des clients qui n'appréciaient pas son expertise en design. Le premier signe avant-coureur était apparu le mois dernier, lorsque j'avais mentionné nonchalamment l'idée de rester jusqu'à l'hiver. Le sourire de Sophie s'était crispé sur les bords, ses doigts tapotant un rythme rapide contre sa tasse de café. « N'allons pas trop vite en besogne », avait-elle dit. Maintenant, tout s'explique. Mes mains se stabilisent alors que je me penche pour ramasser mon porte-document tombé. 5 ans d'école de design et un master m'ont appris la précision sous pression. Je me redresse, croisant directement le regard de Sophie. J'ai tout entendu, dis-je, ma voix plus calme que je ne le ressens. Parlons honnêtement pour une fois. Les joues de Sophie rougissent, mais elle se ressaisit rapidement. Nous discutions juste des futurs projets pour la chambre d'enfant. Sa main dérive vers son ventre, bien qu'il n'y ait pas encore de grossesse visible. Sophie. Mon ton l'arrête en pleine phrase. Je t'ai entendu. L'affaire a été conclue, alors maintenant vous n'avez plus besoin de l'argent de mon loyer. Thomas fait un autre pas en arrière, se distançant physiquement de la conversation. C'est ce qu'il fait toujours, sans remettre à Sophie, fuir le conflit, devenir invisible lorsque les choses deviennent difficiles. Ils sont parents par le sang, mais à cet instant, il pourrait tout aussi bien être un étranger. L'embarras de Sophie se transforme en une indignation vertueuse, sa posture se raidissant. Tu ne devrais pas écouter aux portes dans la maison de quelqu'un d'autre, Amélie. La maison de quelqu'un d'autre. Pas notre maison, pas ta maison, aussi. Celle de quelqu'un d'autre. Étrangère. Les mots me frappent comme un coup physique. Je suis ici depuis 5 mois, contribuant de toutes les manières possibles, et pourtant je n'ai toujours été qu'une visiteuse, une intruse, jamais de la famille, malgré le sang que nous partageons. Combien de temps ai-je, je demande, serrant plus fort mon porte-document. À l'intérieur se trouvent les croquis préliminaires pour le contrat du centre-ville qui pourrait lancer ma carrière, celui qui exige que je sois à une distance de trajet raisonnable du centre-ville. Nous pourrons discuter des détails plus tard, dit Sophie, soudainement très professionnelle. Nous devrions nous asseoir et établir un calendrier qui soit juste pour tout le monde. Juste ? Comme si quoi que ce soit dans cette situation avait jamais été juste. Je hoche la tête une fois, me tournant vers les escaliers qui mènent à ma chambre temporaire. Chaque marche semble plus lourde que la précédente alors que la réalité s'installe. Je risque de me retrouver sans abri tout en travaillant sur le projet le plus important de ma carrière naissante. Derrière moi, j'entends le sifflement chuchoté de Sophie à Thomas, c'est exactement pourquoi nous devions planifier cela soigneusement. Je continue de monter, mon esprit déjà en train de parcourir les options, les calculs et les possibilités. Une chose est certaine, j'ai toujours été un moyen pour arriver à leur fin,
jamais de la famille. Juste une solution pratique à un problème temporaire. Eh bien, maintenant j'ai mon propre problème à résoudre. Le lendemain, alors qu'ils sont dehors, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable de Sophie illumine mon visage alors que je fixe le courriel, mes doigts figés au-dessus du clavier. Je n'avais pas l'intention d'ouvrir son compte, l'ordinateur familial partagé avait simplement chargé son profil lorsque je me suis assise pour vérifier mes échéances de design. Maintenant, je ne peux plus détourner le regard de ce qui est juste devant moi. Contrat finalisé, commission de 165 000 €, flambe dans la ligne d'objet. L'horodatage indique il y a 3 semaines. Mon estomac se noue alors que je parcours les messages de félicitations de leur partenaire commercial. Ils n'étaient pas en difficulté financière depuis des semaines, peut-être des mois. Je saisis le bord du bureau, une vague de nausée me submergeant alors que je lis plus bas dans le fil de courriel. Nous devons discuter de la manière de gérer diplomatiquement la situation d'Amélie maintenant que nous sommes de nouveau sur de solides bases, avait écrit Sophie. La grossesse nous donne la raison parfaite sans paraître insensible. La raison parfaite. Comme si j'étais un objet ménager dont il n'avait plus besoin. Je ferme le courriel et me lève du bureau, mes jambes chancelantes. Pendant des mois, j'ai payé mon loyer, préparé leur repas, nettoyé leur maison, gardé leur enfant, tout en croyant que j'aidais ma famille à traverser une période difficile. La vérité pique comme l'air d'hiver sur une peau nue. Ce soir-là, Sophie met la table avec une précision inhabituelle, me plaçant à ce que je reconnais maintenant comme la place de l'invité, la plus éloignée de Thomas en bout de table. Elle sert le dîner debout, une main dérivant fréquemment vers son ventre de grossesse légèrement visible chaque fois qu'elle fait une remarque. Thomas est assis, les bras croisés, le regard fixé sur son assiette. Thomas a mentionné quelque chose qui me préoccupe, dit Sophie, sa voix faussement désinvolte alors qu'elle sert le rôti de bœuf que j'avais préparé avant de partir au travail. Il a dit que tu avais été trop amical avec lui. L'accusation atterrit comme une gifle. Je me tourne vers Thomas, attendant qu'il nie cette absurdité. Il évite mon regard mais offre un léger hochement de tête quand je le fixe, choqué. Ce n'est pas vrai, dis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui déferle dans mon corps. Et tu le sais. Sophie pose à nouveau sa main sur son ventre, un geste que je vois maintenant pour ce qu'il est, un bouclier contre la contradiction. Nous avons aussi remarqué certaines des personnes que tu as fait venir quand nous n'étions pas à la maison. Ma fourchette claque contre mon assiette. Quelle personne ? Je n'ai pas eu un seul visiteur depuis que j'ai emménagé. Léo a mentionné des étrangers, poursuit Sophie, faisant référence à leur fils de 6 ans qui est actuellement à une soirée pyjama. Les enfants ne mentent pas sur ces choses. Les mensonges s'accumulent comme des congères, trop absurdes pour fondre avec la logique. Ma respiration devient courte alors que je réalise ce qui se passe. Ils montent un dossier contre moi, créant des infractions fictives pour justifier de me mettre dehors maintenant qu'ils n'ont plus besoin de ma contribution financière. Je pense, dit Sophie en s'asseyant dans sa chaise avec un soin exagéré, que tu serais plus heureuse ailleurs, surtout que nous aurons besoin de ta chambre pour le bébé très bientôt. Fini. La vérité se met en place. Dans combien de temps, je demande, bien que je sache déjà que la réponse ne sera pas raisonnable. 3 semaines devraient être amplement suffisantes, dit Sophie, coupant sa viande avec des mouvements précis. Les peintres sont prévus pour le 4. Mon cœur bat contre mes côtes. 3 semaines ? Sur ce marché immobilier ? Thomas s'éclaircit la gorge. Nous avons vérifié en ligne. Il y a plein d'endroits disponibles. Avec des listes d'attente de 6 à 12 mois, je réplique, pensant aux dizaines de demandes de location que j'ai déjà remplies en prévision d'un déménagement éventuel. Et le premier et le dernier mois de loyer, plus les dépôts de garantie. Le sourire de Sophie n'atteint pas ses yeux. Tu travailles et vis ici sans payer de loyer depuis des mois. Tu as sûrement assez économisé. Sans payer de loyer. Les mots m'étranglent presque. Je me lève de table et marche jusqu'à ma chambre, revenant quelques instants plus tard avec un dossier contenant des relevés bancaires. Je les place devant Sophie, en pointant les virements mensuels surlignés. J'ai payé le loyer chaque mois, à temps, au tarif que vous avez fixé. Sophie jette à peine un coup d'œil aux preuves. Nous détestons faire ça, mais la famille passe avant tout. Notre famille qui s'agrandit a besoin de cet espace. La famille passe avant tout. L'ironie de ces mots me brûle la poitrine alors que je rassemble les relevés. Mon client du centre-ville attend des comptes rendus quotidiens pour les 3 prochains mois.
déménager plus loin signifierait des heures de trajet ou risquer le plus gros contrat de ma carrière. Les fausses accusations ont détruit toute confiance entre nous, mais être sans abri détruirait tout ce pour quoi j'ai travaillé. Alors que je retourne dans ma chambre cette nuit-là, serrant les documents financiers qui prouvent ma fiabilité, une question me hante, devrais-je affronter leurs mensonges de front et risquer une expulsion immédiate, ou planifier tranquillement ma sortie tout en protégeant ma carrière? Défendre la vérité pourrait sembler juste, mais être sans abri détruirait tout ce pour quoi j'ai travaillé. Que feriez-vous quand les principes et le pragmatisme s'affrontent? Je glisse soigneusement les relevés bancaires dans leur dossier, mon esprit tourbillonnant d'options limitées et du goût amer de la trahison. Sophie ne perd pas une journée. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec 3 appels distincts de tantes et de cousins avant même que j'aie bu mon café du matin. Comment as-tu pu quitter ta sœur alors qu'elle attend un bébé? La voix de tante Marion porte le poids du jugement familial. Sophie nous a dit que tu avais trouvé un endroit plus près du travail. Je pensais que la famille comptait plus pour toi. Je serre plus fort le téléphone, regardant par la fenêtre de la cuisine Sophie qui arrose ses pétunias. Elle croise mon regard et me fait un signe de la main, l'image même de l'innocence. Ce n'est pas si simple que ça, dis-je, mais tante Marion s'est déjà lancée dans une leçon sur les obligations sororales qui remontent à la 4e République. Quand je rentre du travail ce soir-là, 4 cartons sont empilés au milieu de ma chambre. Mes matériaux de design, soigneusement organisés dans des porte-documents, ont été entassés à l'intérieur, les coins pliés et les pages froissées. Mes échantillons de tissu sont mélangés avec des articles de toilette. J'ai commencé à faire tes cartons, dit Sophie, appuyée contre le cadre de la porte. Sa main repose sur son ventre à peine visible. Juste pour aider. Je remarque la petite déchirure dans le coin de mon panneau de présentation pour la réunion client de demain. Le dommage est subtil mais indubitable. Oh, ça a été endommagé. La voix de Sophie est empreinte d'une inquiétude artificielle. Les déménagements sont toujours si chaotiques. Le lendemain matin, je me réveille avec une notification sur mon téléphone, impossible de se connecter au Wi-Fi. J'essaie le mot de passe. Rien. Après 3 tentatives infructueuses, je frappe à la porte de leur chambre. Thomas répond en peignoir, évitant mon regard. J'ai changé le mot de passe hier, dit-il. Pour des raisons de sécurité. Je peux te l'envoyer par texto plus tard aujourd'hui. Ma présentation est due dans 3 heures. Je rassemble mes affaires et pars tôt, espérant que l'internet du café suffira pour les dernières retouches. Cet après-midi-là, Sophie appelle alors que je quitte le travail. Je voulais juste te faire savoir que les peintres viennent lundi pour ta chambre. Elle fait une pause. Notre chambre d'enfant, je veux dire. C'est 2 semaines avant la date limite sur laquelle nous nous étions mis d'accord, je lui rappelle. Nous avons trouvé quelqu'un de disponible plus tôt. Quelle chance, tu ne trouves pas? La recherche d'appartements consume mes soirées. Chaque candidature se solde par la même réponse, nous avons sélectionné un autre candidat. Le 4e refus est accompagné d'un retour franc, plus de 80 candidats pour un appartement d'une chambre dans ma fourchette de prix. Le canapé de mon ami Camille me sert de refuge temporaire jusqu'à ce que son petit ami emménage de manière inattendue. Juste pour le week-end, promet-elle, mais ses yeux racontent une autre histoire. Cette nuit-là, je me gare derrière le studio de design, inclinant mon siège aussi loin que possible. Le sommeil vient par bribes agitées entre les bruits de la rue et l'inconfort du levier de vitesse qui appuie contre ma jambe. La température chute aux alentours de 4 degrés Celsius, et ma fine veste offre peu de chaleur. Le matin, mes doigts sont trop raides pour tenir correctement un crayon. Mon client remarque les cernes sous mes yeux. Êtes-vous sûr de pouvoir respecter notre échéance, Amélie? La présentation semble inachevée. Absolument, je mens, bien que mes maquettes de design manquent de la précision qu'elles contiennent normalement. Les nuits suivantes alternent entre des motels bon marché et ma voiture. Chaque matin, je retourne à la maison de Sophie et Thomas pour prendre une douche et me changer, calculant mon arrivée pour le moment où ils sont partis au travail. Le simple fait d'utiliser la salle de bain dans ce qui fut autrefois ma maison nécessite maintenant une planification de niveau militaire. Mon estomac se noue au son d'une clé dans la serrure, craignant que Sophie ne revienne à l'improviste. J'ai commencé à manger mes repas dans ma voiture, évitant complètement la cuisine. Les dépenses en plats à emporter drainent mes économies, de l'argent qui devrait aller à un dépôt de garantie. Le froid de l'hiver s'infiltre par les vitres de ma voiture. Lorsque la température descend en dessous de 0,
je sacrifie encore plus de mes fonds décroissants pour une autre chambre de motel. Le schéma devient insoutenable. Mon compte en banque diminue tandis que mon anxiété augmente, une relation inverse parfaite. Tu as une mine affreuse, dit Hélène quand j'entre en titubant dans le bureau. Elle est nouvelle dans l'équipe de design, embauchée il y a seulement 2 mois. Nous avons échangé des politesses mais rien de plus. Je marmonne quelque chose sur l'insomnie en essayant de me concentrer sur l'écran de l'ordinateur. Plus tard, Hélène pose un café sur mon bureau et tire une chaise. Mon appartement a un canapé-lit, dit-elle sans préambule. Ce n'est pas luxueux, mais il est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Je commence à chercher mon portefeuille. Je peux payer. Non. Sa main couvre la mienne, chaude et ferme. J'ai été sans abri aussi, une fois. C'est comme ça qu'on brise le cycle. Les larmes que je retiens depuis des semaines menacent de déborder, mais je parviens à hocher la tête en signe de gratitude. Le samedi arrive avec la baby shower de Sophie. J'envisage de ne pas y aller, mais cela ne ferait qu'alimenter davantage les spéculations familiales. J'arrive avec un berceau emballé dans du papier cadeau, jouant mon rôle dans cette mascarade. Le salon déborde de famille et d'amis. Les cadeaux s'entassent sur la table de la salle à manger, la même table où Sophie m'avait dit que je n'étais pas de la famille. Je veux remercier Amélie, annonce Sophie, un verre de cidre pétillant levé, d'avoir compris notre besoin d'espace familial et d'avoir gracieusement déménagé. Père-Dieu se tourne vers moi. Tu ne veux pas dire quelque chose sur ton nouvel appartement? La pièce devient silencieuse. Je sens le poids de leur attente, le scénario que je suis censé suivre, mentir poliment, protéger l'image de Sophie, maintenir la fiction que tout cela était planifié et amical. Quelque chose change en moi, une force tranquille remplaçant la peur qui a été ma compagne constante. Je n'ai pas encore de nouvel appartement, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Le marché immobilier est difficile, comme vous le savez bien. Le silence qui suit a un poids physique. Le verre de vin de ma tante s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de ma mère se fige. Le visage de Sophie devient cramoisi. À cet instant de vérité inconfortable, je réalise que je n'ai pas besoin de protéger l'image de Sophie au détriment de ma propre vérité. La révélation ne résout pas ma crise du logement, mais elle dessert quelque chose de serré autour de ma poitrine, la première respiration complète que je prends depuis des semaines. 3 jours plus tard, Hélène me présente à sa propriétaire, une femme âgée qui possède plusieurs petites propriétés en périphérie de Lyon. C'est essentiellement une boîte à chaussures, prévient Hélène alors que nous nous rendons en voiture pour voir le studio, mais c'est propre et le loyer est raisonnable. En chemin, Hélène partage sa propre histoire, comment son frère a volé son héritage après la mort de leurs parents, la laissant sans abri pendant sa dernière année d'université. Les liens du sang ne garantissent pas la loyauté, dit-elle en prenant un virage serré. Parfois, la famille, c'est juste ceux qui sont là quand tout le monde s'en va. Une semaine plus tard, le studio est en effet minuscule, à peine de la place pour un lit et une petite table, mais les fenêtres donnent à l'est, une lumière matinale parfaite pour dessiner. La propriétaire, impressionnée par la recommandation d'Hélène, renonce au dépôt de garantie. Vous pouvez emménager demain, dit-elle en me tendant les clés. Le premier mois de loyer est dû la semaine prochaine. Ce soir-là, les amis d'Hélène arrivent avec des cadeaux de pendaison de crémaillère, un futon de la chambre d'amis de quelqu'un, de la vaisselle dépareillée, un petit bureau sauvé de la rénovation d'un bureau d'entreprise. À minuit, le petit espace ressemble à un foyer. Mon foyer. J'accroche mon unique affiche d'un panorama vintage de Lyon au mur au-dessus du bureau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Chaque nuit, je documente chaque interaction avec Sophie et Thomas, chaque fausse accusation, chaque petite cruauté. Le dossier s'épaissit. Une chronique de la vérité. 13 mois plus tard, le téléphone sonne. Le numéro de Sophie clignote sur l'écran, le premier contact depuis que j'ai déménagé. Je le fixe, me souvenant de la fille qui dormait dans sa voiture, effrayée et seule. Cette fille n'existe plus. Je réponds à l'appel. Bonjour, Sophie. Amélie? Sa voix manque de son assurance habituelle. Comment vas-tu? Je vais bien, je travaille sur le design d'un nouveau restaurant. Je garde un ton neutre, ni amical ni froid. Professionnel. La ligne reste silencieuse pendant plusieurs secondes. C'est bien. Une autre pause. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. J'attends, ne disant rien.
L'espace entre nous se remplit d'une histoire non dite. Nous traversons une période difficile, continue finalement Sophie, sa façade composée se fissurant. L'entreprise s'est effondrée. La maison. Nous avons perdu la maison le mois dernier. Mes doigts se resserrent sur le téléphone. Un instant, je me souviens d'être assise dans ma voiture en février, les vitres embuées par ma respiration alors que j'essayais de dormir, mes orteils engourdis par le froid. Où logez-vous maintenant, je demande, ma voix stable. Nous sommes dans un motel, la voix de Sophie se brise. Juste temporairement. Les enfants. Elle s'arrête, se ressaisit. Nous en avons 2 maintenant. Léo et la petite Chloé. Elle a 4 mois. Je prends des notes sur mon carnet de croquis. 2 enfants. Pas de maison. Entreprise en faillite. J'aborde cette conversation comme un problème de design, évaluer la situation, identifier les ressources, déterminer les options. Combien de temps pouvez-vous rester au motel? Je demande. 3 jours de plus. Peut-être 5 si Thomas trouve du travail supplémentaire. Sa voix devient désespérée alors que je reste mesuré, au lieu d'offrir immédiatement de l'aide. Nous avons postulé pour des appartements, mais avec la faillite de l'entreprise sur notre dossier. Je hoche la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Le marché immobilier de Lyon n'est pas devenu plus indulgent au cours de la dernière année. Les enfants ne devraient pas souffrir des problèmes des adultes, dit Sophie, sa voix prenant un ton persuasif familier. Ils sont innocents dans tout ça. Cette déclaration me frappe comme un coup physique. Je ferme les yeux et je me vois recroquevillé sur la banquette arrière de ma Renault, grelottant sous une fine couverture, le vent de janvier sifflant à travers une fenêtre qui ne fermait pas complètement. J'avais été innocente, moi aussi. Je comprends que les enfants ne devraient pas souffrir, je réponds d'un ton égal. Personne ne le devrait. Écoute, je sais que les choses n'étaient pas parfaites quand tu vivais avec nous, continue Sophie. Nous n'étions pas au meilleur de notre forme à l'époque, mais ce n'était pas si grave. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Pas si grave? Ce rejet solidifie quelque chose en moi. Je me souviens des cartons de mes affaires empilés pêle-mêle dans le couloir, des matériaux de design endommagés au-delà de toute réparation. Je me souviens de Thomas changeant le mot de passe du Wi-Fi sans me le dire, prétextant des raisons de sécurité, alors que je devais soumettre un travail de client. Sophie, dis-je prudemment, que me demandes-tu exactement? Elle hésite. Nous avons besoin d'un endroit où rester, juste le temps de nous remettre sur pied. 1 mois, peut-être 2. Sa voix baisse jusqu'à un murmure. Les liens du sang sont plus forts que tout, Amélie. Nous sommes de la même famille. Famille. Le mot qui m'aurait autrefois poussé à ouvrir mes portes sans poser de questions sonne maintenant creux. Sophie ne me voit toujours que comme une ressource, pas comme une personne qui a été vulnérable et qui a été blessée. Alors que la voix de Sophie se brisait en larmes, j'ai ressenti une envie momentanée de les sauver. Devrais-je ouvrir ma maison aux personnes même qui m'avaient laissé sans abri, ou maintenir mes limites durement acquises? Était-il le choix le plus sain pour tout le monde? Laisse-moi y réfléchir et je te rappelle, dis-je, mettant fin à l'appel avant que l'émotion ne puisse obscurcir mon jugement. J'appelle immédiatement Hélène. Sa voix me rassure, chaude et familière. Ils ont tout perdu, j'explique, faisant les 100 pas dans mon petit appartement. Ils veulent rester avec moi. Et comment te sens-tu par rapport à ça, demande Hélène, allant droit au cœur du problème. Partagé. Ils ont des ennuis, mais... Je m'interromps, regardant autour de mon studio, mon sanctuaire, ma paix durement acquise. Souviens-toi où tu en étais il y a 1 an, dit doucement Hélène. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Protéger ta paix n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Nous passons l'heure suivante à rechercher des foyers pour familles et des programmes d'aide au logement à Lyon. Hélène m'envoie des liens par courriel pendant que je compile des informations sur l'aide à la location, les banques alimentaires et les options de logement d'urgence. C'est une aide véritable, m'assure Hélène. Plus utile que de sacrifier ton bien-être. À minuit, j'ai créé un document complet de ressources. C'est le genre d'aide que j'aurais aimé que quelqu'un me donne, pratique, approfondie, respectueuse de leur autonomie. Mon téléphone sonne à nouveau, juste au moment où je me prépare à me coucher. Thomas cette fois, pas Sophie. Amélie, je dois te dire quelque chose. Sa voix semble différente lasse, mais d'une certaine manière plus présente que dans mes souvenirs. Ces choses que Sophie a dites sur toi quand tu vivais avec nous.
Sur le fait que tu étais inapproprié avec moi. Il fait une pause. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai. Je m'assois sur le bord de mon lit, stupéfaite par cet aveu, 13 mois trop tard. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, je demande. Parce que nous avons besoin de ton aide, admet-il. Mais tu mérites la vérité d'abord. Après avoir raccroché, je vérifie mes courriels et trouve un message de ma mère. La nouvelle de l'effondrement financier de Sophie et Thomas s'est répandue dans la famille. L'objet du message est « Nous devons parler de ta sœur ». Je ferme mon ordinateur portable et regarde autour de mon petit appartement, cet espace qui est à moi seul. Demain, j'appellerai Sophie avec des ressources au lieu d'un refuge. Ce soir, je dormirai paisiblement dans le foyer que je me suis créé. 2 jours plus tard, on frappe vivement à ma porte juste après 7 heures. Pas de texto, pas d'appel d'avertissement, juste 3 coups rapides qui résonnent dans mon studio comme des coups de feu. Je suis à mi-chemin de mon dîner, un simple bol de pâtes à ma table pliante, quand j'entends la voix de mon père à travers la porte. « Amélie ? C'est papa et maman. Il faut qu'on parle. » Mon estomac se serre alors que j'ouvre la porte. Ils se tiennent côte à côte dans le couloir étroit, les doigts de maman triturant le fermoir de son sac à main, l'ouvrant et le fermant avec une énergie nerveuse. La posture habituellement confiante de papa est visiblement diminuée, ses épaules légèrement voûtées. « On peut entrer ?» demande maman, ses yeux balayant déjà mon intérieur pour évaluer ma situation de vie. Je m'écarte, leur faisant signe d'entrer dans mon chez-moi mes 37 mètres carrés, le lit qui sert aussi de canapé, la kitchenette avec exactement 60 cm de plan de travail, la table à dessin où je crée les designs qui ont lentement reconstruit ma vie. Papa s'éclaircit la gorge. Nous avons parlé avec Sophie et Thomas. Ils sont dans une vraie mauvaise passe, ma chérie. Ils ont besoin d'un endroit où rester, ajoute maman, sa voix prenant ce ton doux et persuasif qu'elle utilise quand elle veut quelque chose sans avoir à le demander directement. C'est ta sœur, et ce sont ta nièce et ton neveu dont nous parlons. Je ne dis rien, laissant simplement le silence emplir la pièce jusqu'à ce que papa continue. Juste pour 1 mois ou 2, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose, propose-t-il, comme si ce compromis était raisonnable. La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Les doigts de maman s'immobilisent enfin sur son sac. Si tu ne trouves pas dans ton cœur la force de les aider, je ne sais pas comment nous pourrons tous nous réunir pour les fêtes. La tension serait insupportable. La menace plane dans l'air entre nous. Je prends une profonde inspiration et me dirige vers mon bureau, récupérant un dossier que j'espérais ne pas avoir à partager. « S'il vous plaît, asseyez-vous » dis-je, en désignant mon lit et l'unique chaise près de mon bureau. Je reste debout. Je leur tends à chacun une liasse de papiers agrafés. Ceci est une liste complète des programmes d'aide au logement à Lyon. Des aides au logement comme l'APL, des foyers familiaux avec chambres privées, des fondations d'aide à la location, des associations qui aident avec les dépôts de garantie. Je montre les sections surlignées. J'ai marqué celles qui se spécialisent dans les familles avec de jeunes enfants. Ma mère regarde les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « Mais tu as de la place ici. » « Non, en fait, j'interromps doucement. Cet appartement est à peine assez grand pour moi, mais ce n'est pas vraiment la question, n'est-ce pas? Je m'assois sur le bord de mon bureau, regardant les gens qui m'ont élevé. Quand Sophie et Thomas m'ont mise à la porte, j'ai passé des nuits à dormir dans ma voiture. En février, la température est descendue à -7 degrés. Le visage de mon père pâlit. « Tu ne nous as jamais dit ça. M'auriez-vous cru plutôt que Sophie? Elle a dit à tout le monde que je partais de mon plein gré. » Ma voix reste stable, mais mes mains tremblent légèrement. Pendant que je cherchais des endroits sûrs pour me garer la nuit, ils étaient dans leur maison de 4 chambres avec les planchers chauffants que Sophie était si fière d'avoir fait installer. Maman baisse les yeux sur la liste de ressources, ses doigts traçant les noms des organisations. J'ai reconstruit ma vie sans le soutien de ma famille, je continue. J'ai trouvé un logement, gardé mon emploi et créé un nouveau réseau de soutien. Ils peuvent faire de même avec les ressources que je leur offre. Je tapote les papiers dans leurs mains. Tout ce dont ils ont besoin est là. 2 semaines plus tard, nous sommes tous assis autour de la table de la salle à manger de mes parents, le premier dîner de famille depuis l'effondrement financier de Sophie et Thomas. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper avec le couteau à beurre à côté de mon assiette. Sophie porte le manteau de la victime comme une robe de créateur, taillée perfectly à sa mesure. « C'est juste difficile à comprendre » dit-elle,
regardant directement notre mère. Amélie a de la place, do she want to share with family in need, après tout ce que nous avons fait pour elle. C'est mon signal. Je me lève de ma chaise, sortant des dossiers de mon sac. Avec un calme délibéré, je distribue des copies à tout le monde à table. Ceci est une chronologie, j'explique, restant debout pendant qu'ils sont tous assis avec les papiers en main. Du jour où j'ai emménagé avec Sophie et Thomas jusqu'au jour où j'ai été forcé de partir. Elle inclut les dates, les conversations et les actions. Vous trouverez mes paiements de loyer documentés à la page 2. Les accusations que Sophie a portées contre moi sont à la page 3, ainsi que les témoignages de personnes qui étaient réellement chez eux à cette époque. Le visage de Sophie rougit. C'est ridicule. Tu essaies de nous faire passer pour, c'est exact, la voix calme de Thomas coupe la protestation de sa femme. Tout ce qu'elle a écrit s'est passé exactement comme ça. La main de ma mère couvre sa bouche alors qu'elle lit, ses yeux s'écarquillant à certains passages. Papa feuillette les pages avec un malaise croissant. Je ne partage pas cela pour blesser qui que ce soit, dis-je, croisant le regard de chacun d'eux tour à tour. Mais je ne peux pas permettre que cette histoire soit réécrite. J'ai appris quelque chose d'important cette dernière année. Je prends une profonde inspiration. J'ai découvert que la vraie famille n'a pas besoin de partager le sang, elle partage le respect, l'honnêteté et le soutien. Dans les semaines qui suivent, j'apprends par Hélène que Sophie et Thomas ont demandé un logement par l'un des programmes que j'avais recommandés. Ils ont été acceptés pour une aide d'urgence en raison de leurs jeunes enfants. La relation avec mes parents reste en territoire incertain, des appels téléphoniques tendus, des textos maladroits, ni complètement séparés ni vraiment réconciliés. Puis, un mardi ordinaire, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres avec l'écriture distinctive de ma mère sur le devant. À l'intérieur se trouve une seule feuille de papier à lettres, pliée précisément en 3. Je la tiens, non ouverte, me demandant quels ponts peuvent être reconstruits et lesquels devraient rester en cendres. La lumière du soleil traverse les baies vitrées de mon appartement, projetant des motifs dorés sur les parquets que j'ai choisis moi-même. 6 mois après avoir acheté cet endroit, je me surprends encore à m'arrêter pour absorber la réalité que ces murs, cet espace, ce sanctuaire m'appartiennent entièrement. La plaque sur mon bureau capte la lumière, création Amélie Dubois, crée la beauté sur une page blanche. Je passe mes doigts sur les lettres gravées, me souvenant d'avoir dormi dans ma voiture, me demandant si ma carrière survivrait. Maintenant, mon bureau du centre-ville se trouve à seulement 10 minutes, et ma liste de clients s'allonge chaque mois. Partout dans l'appartement, des photos encadrées racontent l'histoire de ma famille de cœur, Hélène riant pendant notre randonnée dans les Alpes, notre dîner de Noël improvisé où nous nous sommes entassés à 4 autour de ma petite table, le jour où mon design pour le hall de l'hôtel de la Cité a été dévoilé, avec Hélène et nos amis applaudissant en arrière-plan. Aucune photo ne montre Sophie ou Thomas. J'ajuste le dernier centre de table quand la sonnette retentit. Ma première vraie pendaison de crémaillère. Pas chez quelqu'un d'autre, pas dans un studio exigu, mais dans un espace que j'ai conçu pour refléter chaque aspect de ce que je suis devenu. Cet endroit est absolument magnifique, dit Hélène, entrant avec une bouteille de champagne. D'autres suivent, collègues, amis, voisins, toutes les personnes qui ont été là quand ça comptait. Tu as créé quelque chose de spectaculaire ici. L'après-midi se déroule avec des rires et des conversations qui coulent aussi librement que le vin, si différent de ces dîners tendus chez Sophie et Thomas, où je calculais constamment comment paraître assez reconnaissante, assez serviable, assez invisible. Un toast, lance Julien de la firme de design. À Amélie et à sa nouvelle maison incroyable. Les verres se lèvent, mais Hélène s'avance. Si je peux me permettre, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Je veux porter un toast à quelque chose qui va au-delà de ces beaux murs. Elle se tourne pour me faire face directement. À la résilience d'Amélie. Quand je t'ai rencontré, tu dormais dans ta voiture et tu venais quand même au travail avec des designs brillants. Tu n'as jamais flanché, jamais compromis ton intégrité, jamais cessé de croire en ta valeur. Mes yeux s'humidifient alors qu'Hélène continue. Tu m'as appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté et la vérité. Tu as construit plus qu'une maison ici. Tu as construit une vie qui honore qui tu es vraiment. Les mots pénètrent dans ma poitrine, réchauffant des endroits qui semblaient autrefois gelés en permanence. Plus tard, après le départ du dernier invité, mon téléphone vibre avec un texto de ma mère, confirmant notre rendez-vous café de demain. Nous avons soigneusement reconstruit notre relation, une conversation à la fois. Le café où nous nous retrouvons se situe à mi-chemin entre nos maisons, territoire neutre. Ma mère arrive la première,
sirotant déjà une tasse de thé, le document chronologique que j'ai créé il y a plus d'1 an étalé sur la table devant elle. Les bords sont usés, les plis profonds à force d'être pliés et dépliés. Je l'ai relu hier soir, dit-elle sans préambule. Je crois que je comprends un peu plus à chaque fois. Je commande mon café et m'assois en face d'elle. La compréhension est tout ce que j'ai toujours voulu. J'aurais dû le voir plus tôt, admet-elle en repliant soigneusement le document. Ton père et moi étions si conditionnés à croire la version des faits de Sophie. Elle était toujours si convaincante. Nous parlons pendant près d'1 heure, la conversation plus facile qu'elle ne l'a été depuis des mois. Alors que nous nous préparons à partir, elle mentionne Noël, encore dans 3 mois. Nous serions ravis de t'avoir, of course, dit-elle. Et Hélène aussi, si elle veut venir. N'importe lequel de tes amis, en fait. La maison devient trop silencieuse avec seulement ton père et moi. L'invitation reste entre nous pas une exigence, pas une obligation, mais une véritable ouverture. En rentrant chez moi, je passe devant l'ancienne maison de Sophie et Thomas. Un jeune couple y vit maintenant avec un bambin qui fait du tricycle sur la même allée où j'ai autrefois déchargé des courses, croyant que ma place était là. Je ne ressens aucune attraction, aucun désir, aucune douleur, juste la reconnaissance paisible d'un chapitre clos. En passant devant ce qui fut autrefois un lieu d'une telle trahison, je me demande si la guérison signifie reconstruire des relations brisées, ou simplement faire la paix avec leur absence dans nos vies. Parfois, les liens familiaux les plus forts sont ceux que nous créons nous-mêmes. Que choisiriez-vous, travailler à réparer des liens de sang brisés, ou investir dans la famille de cœur qui a prouvé sa loyauté? Je tourne dans ma rue, vers ma maison, vers mes fondations. Quoi qu'il en soit, le choix est enfin, et entièrement, le mien.